Tout d'abord, bien sûr, remercier nos trois invités qui ont fait le déplacement jusqu'à Nanterre. En ce jour historique, je le leur rappelle à un instant, puisque nous sommes le 5 novembre et que cela fait très exactement, jour pour jour, 50 ans que la première pierre a été posée de cette université de Nanterre. Je tenais juste aussi à rappeler, bien sûr vous le savez, mais je tenais à le rappeler à nos invités, que cette rencontre, c'est vous, étudiants de la licence Infocom, qui l'avez entièrement organisée. J'ai simplement lancé l'idée, arrondi quelques angles pour les contacts avec nos invités, et ensuite vous avez tout fait vous-même, d'une manière collaborative, très largement en ligne, par le biais de Facebook. Je vous remercie et je vous cède et la parole et l'organisation. Merci. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la table ronde Autre regard sur l'image, les métiers de l'inconnu de l'image, organisée par la licence 3 d'Infocom de l'Université de Nanterre. Alors, pour ceux qui seraient arrivés en retard durant le courant d'année et qui n'auraient pas eu la chance de me rencontrer, mon nom est Mathieu Petit et je suis en charge avec mon camarade Jérémy, là-bas, d'animer cette table ronde et de faire en sorte que tout cela se déroule dans la joie et dans la bonne humeur. Tel un moniteur de vacances, ou un géo, ou un prof de fitness web des équipes, enfin bref, je vais tâcher de répondre la bonne parole de manière équitable et rythmée afin que même ceux qui sont mis là-bas tout derrière, là, je vous vois tous, soit par timidité ou fainéantise, ça je ne sais pas, puissent avoir une capacité de concentration constante et suffisante durant les heures que nous allons passer ensemble à débattre sur les métiers de l'image. En effet, par le biais de Louise Merzo, notre enseignante pour la matière image et information, nous nous sommes interrogés sur cette trempe de métiers qui fascine la moitié des personnes assises ici. Il faut être patient. Et lorsque les débats ont commencé, entre deux cafés universitaires, nous avons vite remarqué que beaucoup de professions liées à l'image revenaient dans les discussions, de manière assez régulière, comme l'infographie, le dessin ou encore la publicité. De même, comme l'indique l'intitulé de notre licence, Information et Communication, au cas où vous l'aurez oublié, nous avons pensé immédiatement donc, au secteur de la communication et du journalisme. Cependant, de par les différents ouvrages que nous avons dévorés avec gourmandise, nous nous sommes rendus compte que bien d'autres professions ont un rapport quasi constant avec l'image et dépendent d'elle pour exister sans pour autant faire partie du domaine précédemment cité. C'est ainsi donc qu'est née l'idée d'une table ronde qui réunirait des professionnels de ces milieux qui viendraient nous expliquer leur rapport à l'image tout en faisant part de leurs diverses réflexions quant aux perspectives d'avenir de ces métiers pour encourager ou au contraire déprimer ceux qui aimeraient s'engager dans cette voie, les poussant à poser des questions qu'ils n'auraient pas eu l'occasion d'exprimer ailleurs. Tous les étudiants de cette filière se sont donc organisés pour que cette journée se passe dans les meilleures conditions. Nous nous sommes creusés la cervelle pour trouver des questions pertinentes, nous qui n'avions même pas l'habitude d'en poser en cours. Tout en se renseignant un maximum sur vous, chers intervenants. Certains étudiants n'ont d'ailleurs pas survécu et nous leur rendrons un hommage, bien évidemment, à la fin de cette conférence. On va arrêter de dire des bêtises. Donc, d'abord, je vais présenter dans l'ordre d'apparition ceux qui ont la gentillesse et le courage de venir subir nos questions. Monique Sicard, directrice de recherche au CNRS, Simone Arici, architecte, et enfin Michel Mello, conservateur. Et je pense qu'on peut les applaudir déjà d'être venus. Donc, la première personne qui va s'exprimer, le premier intervenant sera donc vous, Monique Sicard. Donc, alors, je rappelle brièvement que vous êtes chargée de recherche CNRS, Institut des textes et manuscrits modernes, co-responsable de l'équipe Arts et Visuels. C'est ça même? Jeunesse des arts visuels. Jeunesse des arts visuels, très bien. Donc, vous êtes une ancienne élève de l'école normale supérieure, agrégée de l'université, et vous avez une thèse de doctorat en lettres et sciences humaines. Voilà, donc je vais vous laisser la parole pour pouvoir vous parler de votre métier de chercheur et d'évoquer les innombrables métiers de l'image. Donc merci, bonjour à tous, merci d'être venus, merci à Louise Merzo d'organiser cette journée et merci surtout aux étudiants qui eux ont travaillé. Je voulais juste dire aussi qu'il y a 50 ans certainement une telle séance ne se serait pas déroulée, en tout cas pas du tout déroulée comme elle va se dérouler cet après-midi. Ça n'aurait pas été les étudiants eux-mêmes qui auraient organisé la séance, mais un professeur avec un appariteur qui l'aurait aidé. Vous auriez eu un tableau noir, vous auriez eu la craie, nous n'aurions pas eu la caméra, les étudiants n'auraient jamais osé filmer les intervenants, nous n'aurions pas eu bien sûr les téléphones portables, les ordinateurs, voilà, mais nous aurions eu, il y a quand même des permanences.
des permanents. C'est qu'il y a 50 ans, nous aurions eu beaucoup de difficultés à projeter des images et à montrer des images parce que les salles n'étaient pas adaptées. Eh bien, nous pouvons constater qu'aujourd'hui encore, bien que l'image soit partout présente, bien que très nombreuses sont les personnes qui utilisent et qui pensent les images, eh bien, nous ne pouvons toujours pas occulter les salles et effectuer des projections correctes. Donc, l'image est présente, oui. Elle est présente partout, elle grouille, mais elle est encore insuffisamment réfléchie, insuffisamment pensée. Et c'est ce à quoi nous nous évertuons, vos professeurs, vos enseignants et moi-même. Bonjour. Alors, mon propos tiendra en 1, 2, 3, 4, 5 points. D'où je parle, qui je suis, premièrement. Deuxièmement, pourquoi je parle. Troisièmement, de quoi je parle. J'intervertirai ces deux questions. D'où, qui, pourquoi, quoi, comment je vais vous parler. Et puis finalement, d'où je viens. Non pas d'où je parle, mais d'où je viens. Le métier a été totalement inventé par moi-même en partie, mais par moi-même en relation quand même avec des institutions, avec des gens qui ont répondu d'accord et qui ont aidé à ce que les choses s'accomplissent. Alors, d'où je parle de l'Institut. J'appartiens à l'Institut des textes et manuscrits modernes, qui est un institut du CNRS, du Centre national de la recherche scientifique, qui est un institut littéraire, et qui, lui, va fêter ses 40 années d'existence, bientôt. Institut littéraire où les chercheurs étudient les démarches de création des écrivains, et des grands écrivains, de Gustave Flaubert, d'Émile Zola, de James Joyce, de Paul Valéry, de Victor Hugo. Démarche de création qu'il s'efforce de retracer en étudiant les brouillons des écrivains. Les brouillons, les ratures, les allers-retours, les déchets, voilà ce qui n'a jamais été publié. Et ce qui n'a jamais été publié, tous ces inédits sont des sources d'enseignement sur la manière dont fonctionne un écrivain, dont écrivent les écrivains, sur les enjeux même de l'écriture littéraire. Et depuis 2 ou 3 années, cet institut qui regroupe quand même quelques dizaines de chercheurs, et associés, cet institut s'est ouvert vers la photographie, vers le cinéma, ce qu'on appelle les arts visuels, vers les arts plastiques, en disant, oui, c'est très intéressant d'étudier les démarches créatives des écrivains, mais les démarches créatives artistiques sont aussi intéressantes à étudier dans d'autres domaines, dans ce domaine des arts visuels, mais également de l'architecture aussi. Nous avons travaillé sur les brouillons, sur les schémas, sur les croquis des architectes. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'image? On en a déjà dit un mot, parce que les enjeux d'image sont très, très importants. L'image est partout. Et paradoxalement, elle est très peu pensée. Au CNRS, je suis très modestement la seule à être chercheur sur des questions, et notamment les questions de photographie. Pas tout à fait la seule, puisque j'ai un collègue, mais qui est, lui, sociologue du travail, Jean-Bernard Ouedraogo, qui a travaillé sur la photographie africaine. Disons que nous sommes amis. Donc c'est très peu pour un domaine aussi important, aussi immense. Pourquoi? Donc, voilà, les enjeux très importants, l'image insuffisamment pensée, insuffisamment collectée, source de questionnements multiples, de confusions multiples aussi, puisque l'image, comme disait Roland Barthes, le référent adhère à l'image. On vous présente une photographie de la Tour Eiffel et en légende, on trouve bien souvent Tour Eiffel. Non, c'est une photo de la Tour Eiffel, ça n'est pas la Tour Eiffel. Magritte le disait déjà, hein, ceci n'est pas une pipe. C'est un tableau figurant une pipe. Donc, une photographie d'une galaxie n'est pas une galaxie. Quoi qu'en disent les légendes, y compris les légendes scientifiques. Voilà, donc tout ceci mérite quand même
être explicité, puisque nous vivons dans un monde d'images, nous regardons la télévision, nous lisons les journaux, nous feuilletons des journaux d'images, nous regardons le journal télévisé, et bien souvent, la manière dont nous recevons ces images, dont nous les lisons, influence nos positions, et puis influence tout simplement nos bulletins de vote. Je ne vais pas faire la démonstration là-dessus, mais je l'ai déjà faite en prenant un journal télévisé, puis en montrant que selon le point de vue que l'on adopte pour sa réception et pour la lecture des images, et bien finalement, on a des prises de position et des choix qui diffèrent et qui peuvent différer énormément. Donc voilà, il est important de comprendre les images et de ne pas rester des analphabètes de l'image. Sur quoi est-ce que je travaille? Eh bien, par toutes les images, parce qu'elles sont trop nombreuses. J'ai fait le choix de la photographie. Pourquoi? Parce que la photographie est un dessin, une écriture par la lumière. C'est une image que l'on dit technique. Cette dimension technique nous intéresse. Et puis que cette photographie, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle est à la fois l'expression d'un auteur, une véritable écriture personnelle, subjective, mais qu'elle reçoit aussi quelque chose du monde et qu'elle nous interroge, ou qu'elle façonne aussi, qu'elle renvoie à un monde extérieur qu'elle nous invite à connaître, à mieux connaître. Et ce monde, il est national, il est international. Voilà. Et finalement, la photographie peut être représentée comme un des paradigmes de l'image par excellence. Voilà pourquoi, déjà, nous avons restreint le champ à la photographie. Quand je dis photographie, écriture de lumière, je parle non seulement de l'argentique, mais également du numérique. Ce paradoxe aussi qui, moi, m'intéressait dans l'invention de la photographie. On crée une image en essayant, en faisant évoluer une couche sensible sous l'effet de la lumière, mais simultanément ou quasi simultanément, on rend cette couche sensible inaltérable à toute lumière. Donc c'est cette trouvaille de génie qui, moi, m'a intéressée et même passionnée. Alors, nous ne travaillons pas sur toute la photographie, parce que le champ est trop grand, donc nous avons décidé, ou j'ai décidé, plus modestement, de travailler à la fois sur les tout débuts et sur le monde, sur l'hyper-contemporain, sur ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc sur les tout débuts, on a beaucoup travaillé sur l'histoire de la photographie, l'histoire de l'invention, comment ça s'est passé, pourquoi cette photographie a été découverte, quels étaient les enjeux à l'époque, et comment cette photographie a été découverte. Alors, je ne vous ferai pas une conférence, mais on pourrait, l'année prochaine. L'année prochaine, sachez simplement qu'elle n'est pas apparue comme ça, comme on l'a pensé longtemps, en un lieu unique. C'est pas seulement Nicéphore Niepce, dans son petit coin de Bourgogne, qui a inventé un type. Cette photographie est apparue quasi simultanément à plusieurs endroits et sous forme de procédés différents. Donc, ça, c'est assez fascinant. Et si nous pensons aujourd'hui l'histoire de la photographie de cette manière-là, c'est parce que nous sommes habitués aux outils informatiques, aux réseaux, à la complexité des choses, aux émergences multiples. Et tout ceci fait que nous, historiens ou philosophes de l'image, nous repensons, nous revisitons l'histoire d'une autre manière. Et cette histoire ne cessera d'être revisitée après nous également. Voilà, donc voilà pour les tout débuts, qui sont passionnants. Et puis l'hyper-contemporain, donc nous travaillons avec des artistes contemporains pour essayer de savoir comment ils travaillent, comment s'effectuent les processus de création chez eux. Et ceci est un défi parce que beaucoup de personnes croient que une photographie est même un clic-clac. Justement, qu'elle est un instantané. La notion d'instantané est sous-jacente. Il n'y aurait pas de durée. Eh bien, si, il y a de la durée, notamment dans la création artistique de type photographique. Vous pouvez interroger n'importe quel artiste qui engage sa vie dans la création photographique ou plastique, et il vous dira certes qu'il y a du temps long.
Donc quelqu'un, la question du temps long, est infiniment présente dans ces créations photographiques. Et nous, c'est ce que nous voulons montrer. Nous pratiquons-nous donc déjà, de ces artistes, nous devons les constituer en amis, parce que nous leur demandons d'accéder à leurs archives, et que bien souvent il s'agit de données qui sont restées, non pas secrètes, pas forcément, mais du moins cachées. Nous voulons avoir accès aux archives, accès aux négatifs, accès aux planches contact, parce que les planches contact sont source de révélateurs sur la manière dont procède un photographe, dont il s'effectue ses déplacements, sa gestuelle, comment il règle ses appareils, comment il cadre. Voilà, donc, je sais pas, nous ont parlé par exemple Marc Ribou, je ne sais pas si vous le connaissez, sur sa première planche contact, réalisée dans les années 50, où il a photographié une image très célèbre qui est le peintre de la Tour Eiffel. Donc c'est un homme que l'on voit en silhouette, en contre-jour, en silhouette, et qui semble danser avec son pinceau. Voilà, nous connaissons cette image-là. En réalité, elle a été précédée de toute une série d'images. Marc Ribou n'a pas capté comme ça, selon l'instant décisif, comme dirait Henri Cartier-Bresson. Non, il a travaillé, il a tourné autour du personnage pour autant qu'il puisse tourner sur les escaliers de la Tour Eiffel. Il a changé le cadre, il a changé les réglages. Il a effectué une planche contact, c'est-à-dire à partir des négatifs, il a obtenu un tirage positif de toute la série négative, et puis à partir de cette planche contact, il a effectué un choix. Donc ce sont tous ces choix, tous ces brouillons, tous ces essais, erreurs, ratures qui nous intéressent. Donc ces images-là, la parole des artistes. Donc nous procédons à des entretiens, mais des entretiens vraiment approfondis. Un entretien d'1 heure et demie ne suffit pas, nous revenons. Nous procédons à des entretiens, et puis nous essayons aussi d'évaluer ou de sélectionner les écrits qui sont liés à l'image. Parce qu'une image seule n'est pas grand-chose. Déjà, elle a une légende, bien souvent, dans le domaine de la photographie, ces légendes évoluent, ne sont pas stables. Il y a des textes d'accompagnement, il y a des correspondances, il y a des textes juridiques, il y a des textes philosophiques, il y a des textes de communication. Il y a énormément d'écrits qui sont liés à ces images d'artistes et qui aujourd'hui sont déconnectés des images. Lorsque l'on constitue, mais Michel Relot dira peut-être le contraire, des archives photographiques, des archives artistiques, bien souvent on conserve des photographies quand elles sont conservées, et encore bien souvent on en conserve peu, 3 par auteur ou 5 par auteur, je ne sais pas, à la Bibliothèque nationale de France, qui n'est rien pour une œuvre, une vie entière, et puis bien souvent les textes liés ne sont plus là, quoi. Et même quand vous voulez travailler ou essayer de retracer la démarche, par exemple, d'un auteur du 19e siècle tel Nadar, et bien vous avez les photographies qui sont au musée d'Orsay, qui sont à la Bibliothèque nationale, qui sont ailleurs, dans de multiples endroits. Et puis la correspondance de Nadar, oui, elle était à la Bibliothèque nationale, mais dans un département des manuscrits. Donc vous ne pouvez pas, vous avez beaucoup de mal à recoller l'image et le texte. Or l'un ne se comprend pas sans l'autre. Donc nous œuvrons aussi. Voilà, je profite de cet après-midi pour vous dire de ne pas séparer les images des textes et de faire en sorte voilà, que se constituent des archives de qualité, et notamment les archives d'artistes, mais pas seulement. Vous avez, j'imagine, à Nanterre, il conviendrait de réaliser, si ce n'est déjà fait, des fonds d'archives photographiques, mais liés aux images, liés aux textes, qui leur correspondent et qui les concernent. Nous travaillons, alors d'une manière concrète, vous avez bien compris, avec les artistes eux-mêmes, nous allons sur le terrain, dans les endroits où ils ont photographié. Nous avons commencé par la photographie parce que ça nous paraissait plus simple que le cinéma. C'est peut-être illusoire, mais bon, déjà la photographie. Nous allons sur les lieux, quand nous le pouvons, de la réalisation photographique. Nous les faisons parler sur ces lieux-là,
un petit peu comme on procède à la reconstitution d'un crime. Vous savez, on emmène le criminel comme ça, et puis c'est là que la vérité apparaît. Hein. C'est là que le criminel dit des choses qu'il n'a jamais dites. Et bien c'est exactement pareil pour les artistes. Hein. C'est là que nous découvrons eh bien, que sur cette photo, ce petit point noir au milieu de la rivière, eh bien non, c'est pas un petit tracé Photoshop. Non. Le photographe a fait venir des nageurs professionnels et il les a lancés dans les eaux boueuses de cette rivière de Taïwan où nous avons travaillé. Donc voilà, nous retournons sur le terrain, nous prenons la mesure de leur déplacement, nous allons dans leurs ateliers, nous allons dans leur laboratoire, nous allons, dans la mesure du possible, eh bien, fouiller avec eux, revisiter avec eux leurs archives. Voilà. Et nous commençons à travailler avec l'IMEC, l'Institut des manuscrits contemporains, institut qui est situé dans une abbaye magnifique, l'abbaye d'Ardenne, près de Caen, en Normandie. Toute une abbaye dévolue à la conservation des manuscrits littéraires. Voilà. Et cet institut commence à sauvegarder ou à garder des fonds photographiques en relation avec les écrits littéraires. Alors pour le moment, par exemple, il y a le fonds Gisèle Freud. Gisèle Freud est une photographe qui est décédée dans les années 2000, qui a réalisé énormément de portraits d'écrivains, qui a été la photographe officielle de François Mitterrand, président de la République, qui a réalisé énormément de portraits d'écrivains et qui elle-même a écrit sur la photographie. Elle a écrit une histoire de la photographie, elle a soutenu une thèse dans ces domaines-là, raison pour laquelle elle est la première photographe intronisée à l'abbaye d'Ardenne. Voilà, et j'espère qu'il y en aura d'autres, et nous nous efforçons de faire en sorte que les photographes aujourd'hui prennent soin de leurs propres archives et ne jettent pas ce qu'ils considèrent eux comme des brouillons, parce que pour nous c'est extrêmement précieux. Voilà, pour donner un exemple, mes collègues qui travaillent sur les manuscrits d'Émile Zola nous font redécouvrir Émile Zola, nous font redécouvrir l'auteur d'une manière extraordinaire et très différente de ce que l'on peut percevoir simplement à la lecture des œuvres éditées d'Émile Zola. Il se trouve que quelqu'un comme Émile Zola, eh bien on découvre qu'il a énormément photographié. Donc Émile Zola était un grand photographe, il a réalisé des milliers de photographies, qui sont des photographies de famille, vous voyez, et qui restent à étudier. Donc c'est l'une de mes missions, ou l'une des missions que je me suis donnée, c'est de faire en sorte que mes collègues spécialistes, chercheurs spécialistes de littérature, se rendent compte qu'aucun des grands écrivains du 19e, du 20e, du 21e siècle n'a échappé à la photographie. Qu'il l'ait rejeté ou qu'ils aient pesté contre la photographie, comme Gustave Flaubert, qui en avait assez de son ami Maxime Ducamp, qui transportait ses appareils, voilà. Ou qu'il s'en soit emparé, comme Émile Zola, eh bien, aucun n'a échappé, c'est-à-dire que dès sa naissance, dès le premier tiers du 19e siècle, la photographie s'impose et tout de suite, elle irrigue le grand public et elle n'a cessé depuis d'exister ici ou là, jusqu'à être présente ou à définir des disciplines scientifiques complètes. Je demandais à un astronome que serait l'astronomie s'il n'y avait pas les images, et il a répondu tac au tac, mais il n'y aurait pas d'astronomie, et encore moins d'astronomes. Oui, comment procédons-nous pour comprendre la photographie? Donc, nous essayons de comprendre cette photographie contemporaine à travers les processus de création et de fabrication. Pour nous, une image, ce n'est pas seulement une surface signifiante. Pour nous, une image, c'est un objet, un artefact, un objet fabriqué, ça vous l'avez compris. Et le fait de prendre en compte ces questions de fabrication fait que notre lecture des images, la réception des images se modifie. Donc nous œuvrons aussi dans ce sens-là, nous cherchons à faire évoluer la lecture que nous pouvons avoir
des images. Mais nous nous interrogeons sur nos propres démarches, c'est-à-dire sur un plan théorique. Comment allons-nous procéder? Est-ce que nous allons comme ça interroger des artistes ou est-ce que nous avons une méthode bien définie? Donc nous travaillons à cerner nos objets, nous travaillons à définir nos méthodes et nous travaillons en tant que chercheurs, c'est-à-dire à faire savoir l'état de nos travaux et à le faire savoir à une communauté qui est internationale. Nous avons des collègues, nous recherchons dans le monde, si vous voulez, dans le monde entier, nos meilleurs collègues. Alors ils sont aux États-Unis, ils sont à Taïwan, ils sont à Prague, voilà, et nous correspondons avec eux, et nous publions avec eux, et nous avançons aussi grâce à eux. Et puis ils sont en France, bien sûr, je cite Louise Merzo, Michel Melot, pas encore notre ami, mais peut-être, voilà, ils sont en France, bien sûr. Alors, nous essayons donc, dans le domaine de la photographie, de faire en sorte de décoller l'image de son objet, de ce qu'elle représente. De dire, attention, la photographie de la Tour Eiffel n'est pas la Tour Eiffel. Attention, la photographie du peintre de la Tour Eiffel n'est pas le peintre de la Tour Eiffel, c'est autre chose. Il y a un auteur derrière, il y a des dispositifs, il y a un état de la technique, il y a des institutions, il y a une politique, il y a une culture. Il y a Marc Ribou derrière qui s'est trouvé ce jour-là à la Tour Eiffel. Ce n'est pas pour rien, il y a des enjeux derrière tout cela. Donc nous essayons de faire en sorte que l'image ne soit pas lue en fonction de son objet et de son référent. Donc ça, c'est très difficile. Et quelqu'un comme Roland Barthes, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle La Chambre claire, nous écrivait, eh bien, la photographie a une proportion à toujours se coller à son référent. Et nous devons la décoller. Et il disait, autrement dit, pour parler simplement, nous devons dissocier le signifié, le contenu, du signifiant, le contenant. Lui disait signifiant, nous disons le médium, pour essayer de comprendre ce qu'est une photographie, ce qu'est l'image photographique, son importance, percevoir les enjeux de la compréhension et de ses lectures. Eh bien, nous devons absolument accéder au médium, accéder au signifiant. Intéressée à des artistes, justement, qui produisent des photographies non réalistes, des photographies abstraites. Et l'un d'entre eux, particulièrement, Jean-Marie Fadier, nous a intéressés. Donc je vais vous montrer un petit film que nous avons réalisé sur ces travaux. Jean-Marie Fadier nous a doublement intéressés. D'une part, il produit une photographie non réaliste, une photographie abstraite. Et d'autre part, c'est un ancien chef-op cinéma, c'est-à-dire un ancien directeur de la photo pour le cinéma. Et à ce titre, il connaît extrêmement bien l'image, extrêmement bien les techniques de l'image, parce qu'un film, ça coûte cher, et que quand on est opérateur photo, on doit gérer les lumières, on doit gérer la focale, on doit gérer les distances. Pas question de se tromper, on doit connaître tout cela à la perfection, ce qui n'est pas obligatoire pour un photographe. Donc nous avions les compétences de Jean-Marie Fadier, plus ses travaux d'artiste photographe. Donc c'est une personne qui a abandonné ce milieu du cinéma pour devenir plus libre dans sa création artistique, pour ne plus dépendre d'un réalisateur, c'était ça l'objet. Et nous l'avons fait venir 2 fois en séminaire, parce que nous organisons des séminaires, nous faisons venir des artistes pour essayer de les comprendre, de les connaître. Il est venu 2 fois en séminaire. J'ai eu plusieurs entretiens avec lui, plus personnels. Je suis allée dans l'Aubrac pour essayer de comprendre vraiment comment il procédait, quels étaient ses gestes, ce qui se passait. J'ai toujours compris à moitié, j'ai vu les lieux où il travaillait, mais je n'ai pas vu la manière dont il fabriquait ces images, vous voyez, et quelque chose nous manquait, absolument. Et donc nous avons décidé de faire un film, d'aller le filmer. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, ce
qui s'est passé avec le film, avec le cinéma, c'est un petit peu ce qui se passe quand je vous ai parlé tout à l'heure de la reconstitution d'un crime. Voilà. C'est la présence même de la caméra qui a fait qu'il s'est prêté au jeu et qu'il a fabriqué devant nous ces images. Donc vous allez voir un photographe. Je vous présente ce film parce qu'il a besoin d'être présenté, qui va dans l'Aubrac. L'Aubrac, ce sont des montagnes anciennes, plutôt des collines, disons, mais des collines élevées qui se trouvent dans le centre de la France. C'est là qu'il habite, et l'Aubrac est nanti d'une lumière très particulière. Vous avez l'hiver, il fait très froid, il y a de la neige, vous avez l'été au mois d'août, il y a du brouillard. Et les lumières sont belles et très, très spécifiques. Et lui, il utilise des surfaces sensibles, des papiers sensibles, soit des papiers qu'il vient d'acheter, soit également des papiers anciens, donc des papiers très différents les uns des autres. Il les expose aux lumières de l'Aubrac sans appareil photo. Il photographie sans appareil photo. Et vous verrez, il projette dessus du révélateur, du fixateur, il frappe avec une baguette, il utilise des petites brindilles, et puis il conserve ses révélateurs et ses fixateurs pendant plusieurs années. Donc il a des crus, il y a des années où le fixateur produira quelque chose que ne produira pas le fixateur de l'année suivante. Donc il y a des crus, il y a des bons crus, il y a des mauvais crus, il y a des bons papiers, des mauvais papiers, il y a des gestes. Enfin voilà, il ne faut pas croire que tout ça est uniquement du hasard. Le hasard intervient, bien sûr. Donc il réalise une image, vous verrez, et il dit « Ah non, c'est pas beau ». Il y a des ratés, il y a des essais, des erreurs, et des ratés. Voilà. Et puis il a une très bonne connaissance du papier, et puis également des lumières. Et nous avons essayé d'approfondir cette question-là avec lui pour essayer d'atteindre la dimension du médium. Voilà, donc je vous propose la connaissance des produits et vous verrez, il y a de la complexité derrière cette apparente simplicité. Donc voilà ce qu'il nous dit. Et il nous dit qu'il y a encore beaucoup à fouiller du côté de l'argentique, sans pour autant aller lutter contre le numérique qui existe. Voilà, pour vous dire que nous, chercheurs, nous sommes au cœur un peu de ces tensions aussi, et puis de ce dialogue entre numérique et argentique, et puis nous nous inscrivons dans une histoire. Nos recherches ne sont pas historiques, elles ne sont pas. On ne va pas chercher la permanence depuis l'homme préhistorique, la permanence des images, non. Nous sommes ancrés dans l'histoire, ancrés dans les dates, ancrés dans les évolutions techniques, parce que ces évolutions techniques, elles sont bien là, nous y sommes tous soumis, et elles conditionnent aussi nos écritures de l'image par l'image, et donc nos actions aussi de modification, d'évolution de notre environnement, et de ceux qui vont lire nos images. Donc cette question technique, elle est première pour nous. Non pas que nous nous cantonnions à cela, tout n'est pas technique, et la technique elle-même n'est pas uniquement technique, mais par contre, les évolutions techniques nous fournissent des référents très précis, des référents historiques extrêmement précis, et qui ont pu affecter les photographes notamment, mais pas seulement dans une large mesure. Disons qu'ils nous affectent tous, pour simplifier. Donc voilà, premier point, les questions. Deuxième point, les couleurs. Troisième point, le numérique. Quatrième point, vous voyez par ce petit film que le fait de rechercher, de travailler sur les images et sur les processus de fabrication fait que nous remettons en question ce concept d'image fixe. Quelqu'un comme le philosophe Deleuze a pu opposer ce qu'il appelait l'image-mouvement, qui était l'image du cinéma, l'image cinématographique, à l'image fixe qui serait celle de la photo. Déjà, pour faire des images, est-ce qu'on peut faire des images sans apprendre à les faire? Est-ce qu'on peut connaître les images ou les étudier sans les avoir jamais fabriquées et en ignorant la manière dont elles se fabriquent, dont elles se font? Voilà, en gros, la question qui est complexe. Alors oui, bien sûr, on peut étudier l'image, comme a fait Roland Barthes.
le droit de faire cela, hein. Ça n'est pas interdit. Par contre, mon point de vue est qu'on peut commettre d'énormes erreurs d'interprétation quand on ne sait pas quelles étaient les intentions premières des auteurs, quand on ne sait pas comment cette image s'est faite, comment elle s'est fabriquée. Il me semble aussi qu'il est très difficile de comprendre l'histoire de la photographie quand on n'a jamais accédé à un laboratoire de photographie et qu'on n'a jamais vu fabriquer ou fabriquer soi-même des négatifs, quand on n'a jamais fait un développement, quand on ne sait pas ce que c'est qu'un tirage, quand on n'est pas allé dans un laboratoire, quand on en reste à une image de surface. Alors, ça n'est pas impossible, vous avez toujours le droit de penser l'image de cette manière-là. Heureusement, vous avez le droit d'avoir votre opinion à la suite du visionnement d'un JT à la télévision, et heureusement. Maintenant, vous avez aussi le droit d'aller plus loin, de vouloir aller plus loin et de ne pas vouloir commettre de contresens, notamment sur les intentions des auteurs, des auteurs au sens large. Et à ce moment-là, je vous conseille quand même d'aller voir comment ça s'est fait. Voilà, si vous avez des difficultés pour accéder à ces choses-là, vous m'écrivez. Regardons comment les choses sont faites. Et nous changerons d'opinion, et nous changerons de lecture. Des questions encore? Alors, l'archivage, l'indexation, tout ça, ce sont des questions que Louise Merzeau notamment m'a posées en votre nom, avant que je vienne. Je dirais que ce sont des questions qui commencent à se poser à nous. Les outils, pour le moment, ce sont des entretiens oraux, des textes, oui, donc des archivages d'entretiens, liés quand même à des archivages d'images malgré tout, des archivages de... Polytechnique de Milan et de l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois d'Épinal. Alors, au Contrecoeur, vous avez eu l'occasion de collaborer avec de grandes agences italiennes et parisiennes. Vous travaillez depuis 2009 au sein de l'agence Ballisteri. Et donc, en tant qu'architecte, votre mission est de concevoir la structure d'un bâtiment, d'en organiser l'agencement des espaces. Et c'est en tant que tel que vous venez nous apporter votre regard de professionnel sur l'image, votre rapport à l'image et votre vision que vous en avez à travers votre métier. Donc voilà, je vous laisse la parole. Je m'appelle Simone Alici, donc je suis architecte. Comme on disait très bien dans la présentation, voilà, je fais mes études en Italie, je suis en France depuis une dizaine d'années. Donc j'ai mon agence avec M. Balistreri, donc mon associé. On a une petite agence d'architecture. Et voilà, en fait, on s'occupe de différents projets dans le domaine plutôt particulier ou pour des ensembles d'immeubles avec des promoteurs, avec des boutiques ou des choses comme ça. Donc je vais vous présenter un peu vraiment notre méthode de travail qui est très pratique, disons. Donc, ma démarche, c'est pas du tout dans un système un système institutionnel, mais ce sera vraiment quelque chose que je fais tous les jours. Donc, je vais vous montrer une petite présentation qui va appuyer mon discours. Donc, voilà. Voilà, donc voilà. Alors, dans cette
dans ce petit schéma, en fait, je voudrais schématiser donc disons la genèse d'un projet. En fait. Vraiment du point de vue très très simple, nous avons des clients qui viennent nous voir pour un projet, donc avec leurs souhaits, leur envie, leur idée, leur notion de budget et leur disons, contraintes de base. Nous avons des contraintes qui sont liées au contexte, donc des contextes bâtis de la ville, des contextes sociologiques, des contextes urbains et tout ça. On a des contraintes de réglementation, donc tout ce qui est normes, tout ce qui est partie bureaucratique, disons. On a des contraintes techniques, bien sûr, un bâtiment, afin qu'il soit, qu'il tienne debout, il faut qu'il y ait des règles. Et on a bien sûr des contraintes économiques, donc tout ce qui est budget. Après, on a une partie création, donc là-dedans, il y a notre expérience, donc notre culture, ce qu'on a appris dans les années. Et on a là-dedans, justement, quelque chose qui se rapproche plus de l'image, donc nos références. Nos références qui sont souvent basées justement sur l'image et qui se font avec une recherche. Donc une recherche qui peut être faite grâce à différentes façons. Donc bien sûr, pendant les études d'architecture, on apprend à se regarder, à regarder partout, à être curieux, à être attentif à ce qui se passe dans l'environnement, dans les villes, qu'est-ce qui se construit, on lit, on regarde, on fait des recherches sur des revues, on fait des recherches sur des livres, donc des livres spécialisés, bien sûr, mais aussi des choses qui sont pas étroitement liées à l'architecture, mais qui sont un peu parallèles, disons. Donc, bien sûr, dans le domaine de l'art, la photo, les graphismes, et plein de domaines donc, où on peut se relier effectivement au monde de la photo, au monde des artistes, parce que souvent les artistes ont un point de vue qui est en avance sur le temps, et c'est très très important de suivre ça. Donc les différentes façons. Donc bien sûr, on va avoir des bibliothèques, des médiathèques, des librairies, et en suivant tout ce qui se passe sur le net. Donc tout ce qui se passe sur le net, bien sûr, il y a des sites dédiés, donc sites dédiés à l'architecture ou au design, des blogs dédiés. Parce que maintenant, faire un blog, c'est très très facile depuis quelques années. Beaucoup de monde qui est passionné par cette chose peut aussi faire son propre blog, faire sa recherche et publier sur le net des images à lui, des images retrouvées ailleurs, de façon que tout le monde puisse en profiter. Et avec ça, on se crée une petite banque d'images propre. Et cette banque d'images, elle peut être prise, par exemple, par une banque d'images générique, qui peut être trouvée sur le net, justement, même sur Flickr, ou des choses comme ça, pour pouvoir se créer cette propre base de données qui est faite sous forme d'image et qui peut être archivée sur notre propre ordinateur. Donc pour arriver à notre image du projet, en fait, parce que nous c'est ça qu'on fait, on fait des projets d'architecture. Il y a une partie conception et il y a une partie que j'ai appelée mémoire visuelle. Donc mémoire visuelle, c'est, je veux le dire par là, en fait, un peu les backgrounds culturels que nous avons, en fait, que dans le métier on doit
voir. Donc tout ce qu'on a acquis dans les années et tout ce qu'on a regardé, disons. Et tout ça peut être agrémenté par des croquis. Par exemple, on se balade, on a besoin de quelque chose, on se balade en voyage, on trouve quelque chose d'intéressant, on peut faire un croquis. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être utilisé en image après. Et bien sûr par des photos. Donc une photo, ça peut être peut-être de la photo d'architecture faite comme hobby ou comme profession, pendant les voyages, et tout ça, j'ai marqué avec les outils les plus simples du monde que tout le monde a. Donc téléphone, tablette, appareil photo, etc. Donc tout ça, justement, a une petite sélection des livres spécialisés, donc qui sont basés sur différents domaines. Donc, il n'y a pas que de l'architecture, il y a du design, film, de la street art, de plein de choses en fait. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui est quotidien, dans le sens qu'il faut être curieux, aller voir les choses, aller chercher, aller dans une librairie et passer quelques temps à feuilleter, et tout ça pour pouvoir intégrer des références. Donc des références qui peuvent nous être utiles pour pouvoir les appliquer dans un projet. Donc il y a des livres spécialisés et il y a des revues spécialisées. Donc bien sûr là aussi il y a une petite sélection, comme ça si vous serez intéressé à aller voir comment ça se passe. Donc il y en a que probablement vous connaissez, d'autres peut-être un peu moins. Donc voilà, il y a des choses qui sont plus ciblées que d'autres sur des sujets. Donc bien sûr, tout ce qui est écologique aujourd'hui, c'est par exemple très important. Dans l'architecture, c'est une des choses qu'il faut intégrer. Bon, voilà, là il y a des revues différentes. Il y a des revues italiennes, des revues allemandes, françaises, anglaises, il y a un peu de tout. Après, il y a celles que j'imagine que vous utilisez comme beaucoup de monde tout le temps. Donc il y a des sites internet qui sont dédiés à l'architecture, au design, à la photo. Il y a quelques exemples avec quelque chose de plus spécialisé, comme Archiportale, comme Design Boom. Et là, c'est des choses qui sont très utiles. En fait, il y a de l'image, du texte, il y a du projet, il y a donc des images virtuelles, il y a des croquis, il y a des concours, il y a des choses réalisées. Ça, c'est ce que nous appelons une sorte de veille architecturale pour savoir ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe, c'est quelque chose qu'il faut savoir et qui sert pour avoir des idées, pour nous influencer, pour dire non, ce projet n'est pas bon du tout, ou pour les prendre en considération et pouvoir les appliquer à un moment donné. Bien sûr, en mettant toutes les contraintes du cas. Il y a des sites aussi plus simples, comme je disais tout à l'heure, comme Pinterest, comme Flickr, comme Fubiz, qui sont pas spécifiques à l'architecture, mais peut-être très utiles quand on cherche quelque chose. Par exemple, on se souvient de tel ou tel bâtiment qui avait une forme un peu particulière et on peut les chercher comme ça. En fait, pas seulement en utilisant les moteurs de recherche classiques, mais en fouillant dans ce site, parce qu'il y a beaucoup de monde, donc, comme vous savez sûrement, qui publie ses propres photos, et ça peut être utile pour prendre des images qui nous servent après pour appuyer notre projet. Parce que quand on va chez un client, donc bien sûr, on répond à ses exigences, mais il y a une partie des créations qui nous est laissée, justement, sinon on n'irait pas voir les architectes. Donc, et pour appuyer notre discours, pour le défendre et pour le faire comprendre, nous avons besoin d'images.
Et tout ça avant encore d'arriver à l'image virtuelle du projet. Je vous en parlerai après. Donc pour appuyer cette image, on peut se baser sur des références qui peuvent être de l'architecture déjà créée, mais aussi des choses autres que l'architecture. Je dis n'importe quoi, si j'ai besoin de faire un bâtiment organique, je peux aller chercher plutôt dans une base de données naturelle. Je vais faire un bâtiment en forme de feuille, je vais chercher là-dedans. Je vais appuyer ça. Je vais parler de formes un peu pliées, par exemple, comme ici. Je peux aller chercher quelque chose d'autre. Par exemple, je pars d'un bâtiment qui veut être pas traditionnel dans sa forme, donc avec des pliages multiples. Je peux chercher un origami, une image d'origami. Ça, c'est un exemple très, 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 très simple. Mais et là, cette chose, on essaie de la faire régulièrement. Quand on va sur ce site, on essaie de faire tout simplement, dans les 5 minutes de temps qu'on a entre un projet et l'autre, clic droit, on enregistre l'image et on la met dans notre bibliothèque. Après, la difficulté, c'est l'indexation. On n'est pas, justement, nous on est toujours dans dans le mouvement du travail quotidien, donc on n'est pas des chercheurs, on n'a pas le temps de pouvoir faire tout ça. Mais on essaie de le faire petit à petit en classant un peu par thème. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de faire ma bibliothèque, j'ai mon disque dur que j'utilise tout le temps, et là-dedans, je me fais des sortes de tags, donc des dossiers dans lesquels je dis forme organique, pliage, je dis quadrillage ou choses comme ça. Donc, c'est là-dedans que je mets mes images. Après, je suis un pan d'inspiration, de temps en temps, je vais les revoir. Je vais les revoir et je dis, ah oui, ça c'est bien, ça je peux l'appliquer, ça je peux l'utiliser pour faire comprendre aux clients ou à la mairie de la commune comment ça marche, ce que je veux dire, comment je veux défendre mon projet. Donc, et tout ça, là vous voyez, il y a aussi un croquis. Donc justement, un croquis à la main. Si on ne trouve pas l'image, on sait à peu près dessiner. Et donc, on peut aussi la créer nous-mêmes, l'image. Donc, elle soit faite par un croquis à la main, qu'on fait sur un bout de papier, qu'on scanne. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser. Et qu'on peut utiliser à différentes phases du projet. On peut l'utiliser au tout début pour montrer aux clients. On peut l'utiliser pour expliquer à une entreprise ce qu'il doit réaliser. On peut l'utiliser pour mille raisons, même après, à la fin du projet, pour faire comprendre quel a été les procédés constructifs de tout ça. Donc on est parti de la petite forme, de la petite idée qu'on a fait au départ, on l'a esquissé à la main, donc on a scanné cette chose, on l'a envoyé, on a fait des plans, on a fait des modélisations et des images. Justement, pour aller à... bon, je vais après. Après, je disais, veille sur les territoires, explorer photo propre. Donc ça, ils ont fait quelque chose comme ça. Nous, on voudrait faire des fenêtres qui rassemblent, mais qui ont, je sais pas, plus de hauteur, ou plus de couleurs, ou des choses comme ça. Ça sert aussi pour, entre guillemets, faire du développement. Donc si on n'a pas encore les clients, mais on a quelqu'un qui peut être susceptible de travailler avec nous, c'est toujours bien d'avoir dans nos tablettes, dans nos téléphones, des images. Donc, et là, on les utilise tout le temps, que ce soit des images qu'on a déjà bien faites, bien soignées et tout, qu'on télécharge exprès dans le téléphone, par exemple avec une Dropbox ou avec un flux de photos ou des choses comme ça. Ce sont des outils qui sont nécessaires à notre travail quotidien. Donc là, les techniques, donc les croquis. Il peut y avoir des croquis à la main, donc des croquis comme celui-là, sur lesquels on y passe du temps.
dans le sens que c'est un croquis qui est fait pour donner une ambiance. Pour donner une ambiance, pour faire comprendre vraiment comme le volume est fait, mais aussi donner une sorte de part de rêve aux clients. Parce qu'il faut aussi choisir les types de techniques pour les types de projets. Si je fais un projet ultra contemporain et c'est un projet à une grande échelle, c'est peut-être beaucoup plus simple de faire une modélisation en 3D avec un rendu assez simple, un rendu volumétrique. Je vais vous montrer quelques exemples. Si je dois parler de quelque chose qui est plus en réhabilitation, peut-être qu'un rendu à la main un peu plus chaleureux, ça peut être plus adapté. Donc c'est pour cette raison que là je vous ai montré quelques exemples différents. Par exemple celui-là c'est une réhabilitation dans laquelle on va installer un nouveau volume. Mais c'est fait exprès d'accompagner notre interlocuteur jusqu'à à l'acceptation de notre idée et pour arriver après au projet fini. Donc vous avez ces croquis-là un peu à la main, des croquis plus conceptuels comme celui-là. Donc c'est une forme qui sert à appuyer l'image finie. Donc c'est un croquis qui ne représente pas véritablement les réels, mais qui sert pour appuyer le concept. Pareil, des choses comme ça, en fait, elles sont des croquis qui sont faits à la main, puis modélisés, et puis passés dans différents logiciels. Donc, SketchUp, j'imagine que vous connaissez, un petit logiciel qui est gratuit, qui est donné par Google, qui sert aussi pour faire tout ce qui est les villes en 3D, donc qui nous permet de faire des volumes. Donc très simplement c'est ça pour le grand public. Pour les gens qui commencent à l'utiliser du point de vue du travail, ça sert pour effectivement modéliser et faire leur propre projet. Ça c'est une très bonne base pour pouvoir faire des croquis rapides et pouvoir les utiliser en les passant sur d'autres logiciels comme les Photoshop, les Illustrator, tout ça, et dire voilà, là je rajoute des flèches pour expliquer, la lumière vient du haut et tout ça. En fait, voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a différentes techniques, différents logiciels qui nous viennent en aide pour pouvoir créer des images, donc pour pouvoir faire l'image, comme on dit, et l'utiliser à nos fins. Bon, les plus connus c'est SketchUp, il y en a des plus disons, à utiliser, un peu plus techniques, comme les AutoCAD, les 3D Studio Max et tout ça, pour pouvoir faire des images, justement, et montrer le plus possible ce que notre bâtiment, ça va être. Donc, ça nous sert à faire des petits volumes comme ça, pour expliquer la chose, expliquer que, voilà, par exemple, un verre, c'est un appartement, un sévère pétrole, c'est un autre appartement, et là, c'est une petite boutique. Donc, c'est vraiment utile pour appuyer le discours pour les gens qui ont du mal à avoir un volume, un 3D, parce que parfois, au monde des plans, c'est pas facile à comprendre, et même pour nous, ça nous sert complètement pour voir si notre projet fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc, on peut faire aussi des maquettes physiques, et là, par contre, on utilisera la photo pour prendre la maquette en photo et l'envoyer au client ou la montrer à quelqu'un et lui expliquer quel est le fonctionnement du projet de notre immeuble, disons. Ça sert aussi pour faire donc, justement ces schémas qui sont très simples, mais que je pense que c'est la bonne technique pour expliquer d'une façon claire et rapide comment ça va fonctionner la chose. Donc, bon, là, symbole du soleil. Donc. Après, on va plutôt vers des images, ce qu'on appelle des images de rendu. Donc, dans les images de rendu, là, c'est une phase suivante, disons, qui
nous sert pour faire un rendu virtuel, un rendu qui peut être fait de différentes façons, qui peut être d'une façon photoréaliste ou d'une façon un peu entre photoréaliste et croquis. Moi, je suis personnellement pas trop pour le photoréaliste parce que justement, il y a ce problème de figer trop l'image et de la laisser fixe. Alors qu'un projet, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Même, vous parlez tout à l'heure de la question de l'évolution des techniques et qu'aujourd'hui on fait un film d'une façon, dans 20 ans on le fera d'une autre façon. C'est un peu pareil dans l'architecture, même si ça peut-être pas trop rassuré, mais l'architecture évolue. Un bâtiment vieillit, il faut l'entretenir, il faut faire des choses. Donc on ne veut pas trop montrer des images hyper figées. Celles-là, donc, elles ont des points de vue qui permettent d'apprécier les projets. Par exemple, celui-là, c'est les projets de tout à l'heure, c'est ce même projet-là qui est fait. Et quelles sont nos propositions en fait. Qu'est-ce que je peux apporter au client afin que son idée soit bien développée? Ou est-ce qu'il a déjà toutes les idées? Probablement non. Est-ce que lui, il a des souhaits, il a des rêves? Nous, on essaie de les réaliser. Bon, c'est très politique ce que je dis, mais je veux dire, on essaie de réaliser un peu ses rêves et ses souhaits en prenant en compte les différentes contraintes. Et pour revenir aux références, quand même, elles sont quand même importantes. On regarde ce qui se passe. On regarde ce qui ont fait les maîtres d'architecture dans l'histoire, les maîtres contemporains, les maîtres de la Renaissance et tout. Ça c'est un bagage culturel qu'il faut se faire, qu'il faut réviser de temps en temps parce qu'on ne retient pas tout quand même. Il faut aussi suivre ce qui se passe dans le monde actuel. Donc les deux sont importantes. D'autres questions? Oui, j'aurais voulu vous demander si vous êtes confronté justement tout au long de ce processus de création d'un projet architectural, dans votre usage des images, au problème de droit d'auteur, soit dans les images que vous-même allez chercher et utiliser, copier, enregistrer, ou pour les images de vos propres réalisations. Oui, alors la question des droits d'auteur, effectivement, c'est quelque chose qui est entre guillemets, assez récent pour ce qui concerne l'architecture. Maintenant, il y a effectivement un droit d'auteur sur certaines œuvres architecturales. Notamment, je vais vous faire un exemple très très pratique. Il y a quelques années, j'étais avec un copain à la BNF, on s'amusait à faire des photos et on nous a carrément chassé parce qu'on n'avait pas le droit de prendre la BNF en photo. Parce qu'il y a un droit d'image de M. Perrault, donc de l'architecte, sur son propre bâtiment. Alors, donc c'est une question assez vaste, assez épineuse, parce que moi j'estime que quand même, quand on crée un bâtiment, entre guillemets, on les fait subir en positif, on espère, ou en négatif, à tout le monde. Donc l'architecture, c'est quelque chose qui concerne les gens qui habitent la ville, les gens qui viennent la visiter, et tout le monde. Donc je ne pense pas que ce soit correct d'empêcher de pouvoir prendre en photo son propre bâtiment. Parce que pour moi, c'est quelque chose qu'une fois qu'il est réalisé, est fait et est donné. Donc, mais par contre, on est effectivement confronté à ce type de choses. Si c'est une présentation publique, c'est sûr qu'on ne pourra pas trop utiliser des images de quelqu'un d'autre, surtout sans citer la source, quoi. Donc, dans une présentation publique, on évitera plutôt de prendre
des architectures trop connues ou trop marquées, mais peut-être qu'on prendra juste un détail de quelque chose et on citera bâtiment machin, architecte machin. Donc voilà, c'est ça. Je voulais vous demander si vous vous définissez plutôt comme quelqu'un d'artistique, enfin comme un métier plutôt artistique ou plutôt scientifique. Ça, c'est toujours une question, mais je dirais que, selon moi, c'est mon avis, je pense que l'architecte c'est un peu entre les deux, justement. Il y a une grande partie de création, mais il y a une grande partie de technique. Donc, pour moi, c'est pile entre les deux. Après, ça dépend aussi un peu de l'école philosophique qu'on suit, parce que, par exemple, l'école que j'ai fréquentée, qui a donné un peu mon imprinting dans l'architecture, c'était justement un peu entre les deux. Donc techniquement assez correct, avec une bonne attention à ce qui est création. Après, il y a des écoles qui sont plus, qui viennent plus des beaux-arts, qui donc font des architectes plus parfois plus libres, mais parfois un peu moins techniques. Donc effectivement, ils se définissent plus créatifs, et pourquoi pas, il y en a pour tous les goûts, mais parfois ils sont un peu carentés en technique. À l'inverse, il y a des écoles, par exemple je pense aux écoles allemandes, où l'architecture est carrément rattachée aux écoles d'ingénieurs, structure, tout ça. Donc parfois ça fait aussi des simplifier. C'est vraiment un peu simple, mais parfois ça fait des architectes un peu rigides. Donc Oui, j'avais une question. Donc parmi toutes les images que vous nous avez montrées, beaucoup, à la fois dans leur contenu et dans leur forme, existent pour le client et n'existent que par le client. Alors, que se passe-t-il? Est-ce qu'il vous arrive de ne pas avoir de client, c'est-à-dire d'être totalement libre de construire ou d'imaginer et de concevoir, par exemple de construire vos propres maisons? Et que se passe-t-il? Que deviennent ces images alors lorsqu'il n'y a pas de client? Ou que deviendraient-elles s'il n'y avait pas de client? alors oui, effectivement ça c'est une part des risques du métier. Parfois on fait des images, on fait des projets, on aime ces projets parce que quand on les fait, on s'y attache un peu et malheureusement parfois les projets n'aboutissent pas ou typiquement quand on fait des concours, parce que dans les métiers de l'architecture, il y a une grande partie du travail qui est fait plutôt dans le domaine du public, qui est basé sur des concours. Donc ces concours, depuis, je dirais, 15 ans au moins, se joue vraiment beaucoup sur l'image. Donc il y a plus, il n'y a pas que des images photographiques. Maintenant, on est passé plutôt aux petits films. Donc on fait carrément des petits films virtuels dans lesquels on se balade dans la ville et on voit le bâtiment de tous les points de vue. On rentre dans le bâtiment, on fait carrément une petite visite virtuelle de tout ça. Donc parfois, effectivement, toutes ces images, si on n'aboutit pas au projet, on les archive. Ça reste un peu dans les tiroirs. Donc, on a entre guillemets une sorte de petit archive personnelle des projets pas réalisés. C'est un peu la frustration de l'architecte, justement. Il y a d'autres questions? Non. On va passer alors à l'information du centre Georges Pompidou. Vous avez été président du Conseil supérieur des bibliothèques. Vous avez également travaillé avec le ministère de la Culture. Vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages d'archéologie, d'histoire de l'art, et également sur le monde du livre. Vous avez notamment co-dirigé l'ouvrage Images et bibliothèques, qui est aux éditions du Cercle de la Librairie, sur lequel vous allez, il me semble, vous appuyer pour votre intervention. Et voilà, je vous laisse la parole.
ça va très bien, mais c'est bien qu'on peut essayer. Bon, j'espère qu'on n'est pas saturé d'images et de discours. Alors, on va peut-être faire une pause, mais le temps va manquer. Bien, moi, je suis donc bibliothécaire, et un bibliothécaire un peu particulier parce que je me suis occupé pendant toute ma carrière d'images. Bibliothécaire d'images, ça n'existait guère aussi dans les générations précédentes, mais j'ai commencé dans la tradition en dirigeant le cabinet des estampes à la Bibliothèque nationale, donc avec des images classiques, des gravures, cartes postales, tout ce que la Bibliothèque nationale comporte d'images. Et ce secteur de l'image dans les bibliothèques qui était oublié, très mal connu, les images dans les bibliothèques étaient maltraitées, généralement remises dans des greniers, des armoires ou des caves. Aujourd'hui, le paysage a été totalement bouleversé, d'abord par l'intérêt qu'on porte aux images, et aussi par leur traitement. Alors, le fait d'avoir travaillé au cabinet des estampes m'avait amené, dans les années 1980, à être obligé d'utiliser des moyens modernes pour endiguer le flot d'images, notamment des photographies. Tant qu'on était dans le monde de la gravure, même de la carte postale, on pouvait encore maîtriser les flots, mais avec la photographie, les images affluaient à la Bibliothèque nationale par centaines de milliers. Déjà, les cartes postales, il n'est pas rare d'avoir des collections de 100 000, 200 000, 300 000 numéros. Et quand on a commencé à hériter par don, par legs, par achat d'archives photographiques, de presse, alors là, ça devenait gigantesque et il fallait bien trouver un moyen de traiter ces images qu'on ne pouvait pas traiter une par une, évidemment. Par exemple, j'ai négocié l'arrivée à la Bibliothèque nationale des archives du journal L'Aurore, qui c'était 14 000 boîtes qui comportaient chacune environ 200 photographies. Donc il faut bien trouver des moyens expéditifs pour traiter ça. Et on a commencé à microfilmer les images pour les rendre accessibles sans avoir à les manipuler sans cesse. Et j'avais fait à la Bibliothèque nationale, en 1980, le premier vidéodisque. À l'époque, c'était la grande révolution dans l'image. Aujourd'hui, on ne parle plus de vidéodisque. On avait réussi à mettre 30 000 photos sur un disque de 30 cm, grâce à la société Philips qui voulait faire des expériences, qui avait proposé à la BN de les faire avec nous. Moi, ça m'enchantait parce que... Donc, on avait produit le premier vidéodisque. Aujourd'hui, ce vidéodisque, il existe, mais personne ne peut plus le lire parce que le lecteur de vidéodisque n'existe plus. Et puis, je me souviens avoir enseigné à des étudiants de l'époque, c'est-à-dire des années pas si vieux que ça, fin des années 70. Je leur avais dit des énormités. Alors, méfiez-vous de ce que je vais vous dire, parce qu'aujourd'hui, ce que je vais vous dire sera totalement mensonger dans quelques années. Je leur avais dit que jamais, évidemment, on ne pourrait enregistrer des films sur un vidéodisque. C'était hors de question, parce qu'il y a beaucoup trop d'images. 30 000 images fixes, ça paraissait déjà, on pouvait aller jusqu'à 100 000, paraît-il. Ça, c'était les ingénieurs de Philips qui nous disaient, moi, je suis de bonne foi, mais sauf qu'aujourd'hui, vous savez, ce qu'on met sur un DVD, c'était donc totalement erroné. Alors, cette compétence fait que l'on m'a appelé ensuite à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, qui est une autre bibliothèque d'un genre totalement différent de la Bibliothèque nationale, parce que la Bibliothèque nationale, tout était axé sur l'idée de la conservation, de la préservation du patrimoine, des choses qui étaient rares, qu'il fallait donc protéger du lecteur, d'abord, ne pas manipuler trop, d'où l'idée de les microfilmer et de les reproduire. Alors qu'à la BPI, que vous connaissez peut-être, sans doute, le Centre Pompidou, l'idée était totalement contraire, c'était qu'on n'avait rien à conserver, tout était consommable, hein, tout en accès libre, et puis, bon, les choses s'usaient, oui, c'était très bien, mais la conservation n'était pas du tout prise en compte. Alors, ça marchait très bien pour les livres, tout ce qui était solide. Ça marchait bien expérimenté. En revanche, l'une des grandes idées de la BPI, ça avait été par son fondateur, Jean-Pierre Seguin, en 1977, elle a ouvert déjà cette date, ça avait été d'introduire des images dans la bibliothèque. Alors, les images sous deux formes, essentiellement des diapositives qui étaient distribuées sur des carousels que le public manipulait et qui n'ont pas résisté à la pression du public parce que les carousels de diapositives sont extrêmement fragiles, ça tombait en panne régulièrement, donc il y avait une soixantaine de carousels qu'on n'arrêtait pas de réparer. Et les autres images dans la bibliothèque, c'était la vidéo.
Et on avait simplement planté des postes vidéo au milieu des espaces publics, si bien qu'il y avait des attroupements tout autour, il fallait des casques pour écouter, enfin c'était très mal commode, ça embêtait tout le monde. Si bien que autant la BPI a été un succès faramineux dès l'origine pour tout ce qui est libre accès à l'imprimé, le libre accès à l'image, ça a foiré complètement parce que les diapositives ne marchaient pas et la vidéo, c'était catastrophique. Alors comme j'avais cette expérience au cabinet des estampes d'avoir essayé de frotter aux nouvelles technologies de l'époque, parce que les technologies d'aujourd'hui, je n'y connais absolument rien, mais de l'époque, on m'a demandé de régler ce problème et donc Et puis, autre question aussi qui se posait à la BPI, c'était le succès, et je vais vous montrer comment tout ça marche ensemble, des expositions. La BPI, quand on lui demandait de faire une exposition, elle mettait des livres dans une vitrine, et ça ennuyait tout le monde, parce que pendant ce temps-là, le musée d'art moderne, qui est à l'étage au-dessus, lui faisait des expositions splendides qui attiraient les foules. Alors on dit, mais il faut que la bibliothèque fasse aussi des expositions. Et ça, c'était nouveau, les bibliothèques faisaient peu d'expositions, mais au cabinet des estampes, on savait le faire, parce que c'était un des moyens. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'accès à l'image est complètement dématérialisé, et parallèlement, en contrepartie, il est énormément valorisé sur l'original. C'est-à-dire que pendant que l'on dématérialise l'image et que l'on a accès à l'image de l'image, comme le disait Monique tout à l'heure, il ne faut pas oublier que vous avez une image numérique, c'est pas bien sûr qui reproduit une autre image, c'est pas la même image. Donc on a cette distance avec l'image qui permet d'avoir accès à des millions d'images, mais d'un autre côté, un regain d'intérêt pour les originaux et un afflux, comme vous le voyez tous, vers le patrimoine, vers les expositions. Bon, il y a le même phénomène dans la musique, vous savez, où le succès des enregistrements et des iPod ou iPad, je ne sais pas, n'a pas empêché les chanteurs d'avoir un grand succès live, comme on dit. Donc les deux vont, plus on se dématérialise, plus on se distancie du matériau d'origine, plus on réclame le recours à l'authentique, à l'original. Alors on se précipite au spectacle de tel chanteur au Zénith ou au Stade de France, dans le même moment on peut avoir accès aux chansons en restant chez soi. C'est paradoxal, mais c'est un phénomène qu'on constate aussi dans l'image. Je suis frappé de voir, quand j'ai commencé ma carrière dans les années 60, jamais on n'aurait pu imaginer qu'une exposition, où qu'elle soit, au Louvre ou à la Bibliothèque, bénéficie d'une publicité dans le métro. Je me souviens d'avoir plaisanté sur ce sujet avec des amis. Ah, si seulement on parlait des expositions du Louvre, comme on parle de la lessive, machin, ou du yaourt un tel, on serait plus dans le même endroit. Bien aujourd'hui, vous voyez partout des affiches gigantesques, même pour des expositions parfois tout à fait modestes ou secondaires, pas seulement les grandes vedettes. Donc, un changement total. Alors, le changement total dans l'image dans les bibliothèques, ça a été le fait que l'accès à distance de l'image, qui maintenant progresse constamment, a bouleversé la donne. Quand je travaillais au cabinet des estampes, il y a 24 places de lecteurs dans le cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. Elles étaient prises d'assaut dès le matin. 9h du matin, les gens faisaient la queue pour voir des images. Alors on leur communiquait difficilement des albums énormes, des albums de photos, des gravures anciennes. C'est difficile, c'est fragile, c'est lourd, c'est compliqué. Et il y avait foule parce que les documentalistes qui venaient, c'est un public essentiellement de documentalistes qu'on appelait iconographes, qu'on appelle encore iconographes, mais je ne sais pas si le métier, institutionnellement, il n'existe pratiquement plus. Les iconographes se comptent maintenant sur les doigts d'une main. Donc les iconographes, c'était ces documentalistes spécialisés dans l'image qui travaillaient pour le cinéma, venaient chercher des décors, des costumes, pour les magazines, bien sûr, pour les encyclopédies. Il y avait dans la salle du cabinet des estampes, à journée faite, des représentants de l'Encyclopédia Universalis, des éditions Nathan qui faisaient des manuels scolaires, de l'équipe Alain Decaux, je me souviens, il y avait 3 personnes en permanence au cabinet des estampes qui préparaient ces émissions historiques, qui venaient chercher des gravures, etc. Donc on connaissait très bien ce public qui était des habitués et faisait la queue, parce que c'était une demande en plus urgente. Il fallait toujours fournir les images qu'on n'arrivait pas à faire. Aujourd'hui, si vous allez au cabinet des estampes, vous pouvez y aller, c'est ouvert au public.
vous verrez, dans cette même salle de 24 places, au maximum 5 lecteurs. La salle est vide. Alors, ce n'est pas inquiétant. Ça veut dire que tous ces documentalistes-là, évidemment, se servent sur Internet. C'est beaucoup plus simple, et puis il y a beaucoup plus d'images. On m'a cité le chiffre, je ne sais pas s'il est exact, je ne les ai pas comptés, mais on m'a cité le chiffre de 17 milliards d'images sur Flickr. Et puis je ne sais combien par seconde, quelques milliers de plus par seconde. Bon, évidemment, les documentalistes font leurs recherches sur Internet. Ça a des inconvénients, ça a des limites surtout. Les problèmes de droit ne sont pas réglés, les problèmes d'image de l'image, encore une fois, je reprends parce que c'est vraiment fondamental ce qu'a dit Monique Sicard, l'image que vous avez sur votre écran n'a rien à voir, ou pas grand-chose à voir avec l'image originale. Vous n'avez ni le format, ni les couleurs, ni le verso d'image. Alors souvent, le documentaliste a besoin du tampon, de la signature, de la légende qui est inscrite au verso de la photographie. Vous manquez tout ça, vous manquez tout, sauf le contenu de l'image. Pour beaucoup, ça suffit. Un mauvais documentaliste s'en contente. C'est un mauvais documentaliste parce que ne tenant pas compte du format, pourra traiter comme un timbre-poste qui est en fait une fresque ou un tableau, et dans une mise en page de livre, ça se voit, ça se comprend, et c'est tout à fait chose de contresens. Donc, plus personne dans la salle de lecture, ou pas grand monde. Les seules personnes qui viennent encore au cabinet des Estants, qui font l'effort de se déplacer, sont des gens qui sont des historiens de l'art qui, justement, se soucient du médium, s'intéressent au support, quel papier, le nombre de tirages, est-ce que l'image a été usée ou pas? Ça, c'est une question que les historiens se posent, comme des livres. Est-ce que le livre a été feuilleté ou est-ce que, quand vous avez un livre numérisé, vous manquez tout sauf le livre? C'est en feuille en général, parfois c'est collé dans un album, alors c'est pire. Et puis les images ne se présentent jamais solitaires. Dans la dimension temporelle dont parlait Monique Sicard tout à l'heure, il faut ajouter celle-là qui me paraît moi essentielle. Bien sûr, on peut parler du temps qu'on met à prendre, à concevoir la photo. Le temps, chaque photo a effectivement un temps, une durée. Mais bien plus encore si on conçoit que chaque image est accompagnée de plusieurs autres. Un reportage, alors aujourd'hui c'est le comble avec les appareils numériques, on prend des séries de photos. Mais que ce soit une campagne publicitaire, un album, des illustrations d'un livre, les images ne sont jamais seules. Et ensuite on les regroupe en collections. Ces collections peuvent être hétérogènes, faites par un collectionneur, tout simplement parce qu'il a aimé ça, elles peuvent être homogènes si c'est un même auteur qui a traité par exemple l'illustration d'un livre. Toutes sortes de combinaisons qui font que le catalogage de l'image est un sport dangereux, risqué et dangereux. Bon, cataloguer encore, on y arrive parce que les images ont un format, un éditeur souvent, une texture, donc on peut, le catalogue se contente, si on peut dire, c'est déjà beaucoup, de décrire l'objet. Quand on arrive à l'indexation de l'image, alors là, on est dans un autre monde. Il faut bien savoir que entre l'image et l'écriture, il n'y a aucun rapport commun. L'écriture est un code que vous avez appris et qui permet donc de s'exprimer avec des outils communs qui sont le vocabulaire, la grammaire, le dictionnaire, donc vous avez des mots. Et les mots sont à peu près les mêmes pour tout le monde. Donc un livre, on peut en faire une indexation au mot du titre, par exemple, donc l'auteur, et éventuellement même le sujet peut se réduire à des mots. On sait de quoi, en principe, parle un livre, de façon très schématique, très grossière, mais on peut y arriver. Indexer avec des mots une image, c'est, à proprement parler, une absurdité, parce que l'image, elle est ouverte. L'image n'est pas codée, a priori. Chacun peut y voir ce qu'il veut. On l'a dit déjà plusieurs fois ici, c'est essentiel. L'image n'est pas un vocabulaire, l'image n'est pas un langage, et ça a des conséquences considérables qu'on a négligées, parce qu'on a vécu, jusqu'à ces dernières années, dans un monde, je pense, des logocentriques, où vraiment tout est organisé autour de la langue. On a l'impression que toute éducation, toute connaissance passe par la connaissance de la langue et, conséquemment, d'une écriture qui n'est pas n'importe quelle écriture, mais l'écriture de la langue, l'écriture phonétique. Aujourd'hui, on a beaucoup d'autres moyens d'accéder aux connaissances qui se passent de la langue, tous les moyens mathématiques, qui les calculent, qui font qu'on n'est plus dans la langue. Et puis il y a les images qui ne sont pas non plus dans la langue.
Je ne suis pas psychanalyste et je me garderai bien d'ouvrir une polémique avec les lacaniens, c'est très risqué, mais je suis toujours choqué quand je vois l'importance pour les psychanalystes, essentiellement les lacaniens, de l'importance du mot. Comme si le rêve était réductible en mots. Et quand on lit Freud, effectivement, il réduit les rêves à un récit. Le rêve est un récit que l'on peut exprimer tout aussi. Il arrive à le faire. Moi, je suis étonné, j'ai essayé de faire, je suis arrivé. Une image, c'est tout autre chose qu'un mot, c'est une ambiance inexprimable. L'image est indicible. Alors, le paradoxe pour les bibliothécaires d'indexer l'image, c'est de mettre des mots sur une image. C'était, jusqu'à maintenant, de mettre des mots sur une image. Comment faire pour réduire, on a aussi bien vite fait de passer de l'eau dans un tamis, bon, l'image reste de l'image. Du rêve, de l'imaginaire. L'imaginaire ne se réduit pas par des mots. En fait, on ne peut pas indexer l'image avec des mots, sauf dans un précis que l'on connaît heureusement souvent, qui est lorsqu'on s'adresse à des gens qui savent exactement ce qu'ils cherchent dans l'image et qui peut s'exprimer par des mots. Un radiologue, un chirurgien qui recherche sur sa radiographie une fracture du fémur. Les artistes, jusqu'à présent, cachaient ces préparatifs, la manière dont ils fabriquaient les images, et que maintenant, compte tenu de l'évolution du numérique, de l'existence, je sais pas, de logiciels tel Photoshop, eh bien ceux qui s'investissaient énormément dans ce processus de fabrication deviennent de plus en plus tenus de nous le montrer. Alors c'est ainsi par exemple que Raymond Depardon, dans son exposition sur les images de France, expose sa chambre photographique, expose ses carnets de terrain. C'est ainsi que Georges Rousse, qui est un photographe qui fait des photographies dans des lieux désaffectés, qu'il a repeints. Vous devez certainement connaître ces images. Donc il peint ces lieux-là et il dessine, il peint des figures géométriques. Par exemple, il dessine un disque rouge, mais qui n'est visible que d'un seul point de vue en tant que disque. C'est-à-dire qu'il y aurait une partie du disque peinte sur le plafond, une autre partie peinte sur le mur, les fonds, etc. Et vous ne verriez un disque que de mon seul point de vue. Michel Melot ou notre ami verrait autre chose, verrait des fragments de rouge, et moi je verrais vraiment un disque rouge. Autrement dit, la photo finale, telle qu'elle était prise avant par Georges Rousse, était prise d'un seul point de vue, du point de vue de la chambre, et vous aviez un disque, et tout le monde était admiratif. Arrive le numérique, plus personne n'admire Georges Rousse, parce que tout le monde croit que ce disque, il a dessiné grâce à Photoshop sur une photo prise des lieux auparavant. Un grand désespoir quand même de Georges Rousse, qui a consacré sa vie et tout son talent d'artiste et de peintre, parce que je peux vous dire que ça n'est pas facile de peindre dans des chantiers, il y a de la poussière, il y a de la saleté. Ça n'est pas facile de peindre des figures géométriques dans des salles qui peuvent être extrêmement profondes, d'en dessiner une partie au plafond, enfin tout ça est très compliqué. Voilà, donc par exemple Georges Rousse, du fait même des avancées numériques de l'image, se trouve tenu aujourd'hui de nous exposer ces processus de création et d'ouvrir ces chantiers au public, d'ouvrir ces chantiers même au public, chaque fois que cela est possible pour des questions de sécurité. Je vous donne ces exemples parce que c'est très intéressant. Donc, le numérique ne change pas seulement, bien sûr, l'image. On sait que maintenant tout le monde fait des images, que tout le monde devient plus ou moins photojournaliste. Mais ce que l'on sait moins, c'est que les professions même de la photographie argentique sont tenues, doivent se réadapter et doivent présenter leurs propres fichiers. Donc les modifications ou les conséquences des modifications ou de l'arrivée d'une nouvelle technique se font sentir parfois dans des endroits où on ne pense pas qu'elles existent. Voilà, deux exemples, disons, tout a changé, quoi. Tout a changé. Le fait que chacun devienne témoin des grands événements de la planète ou peut sur BFM TV envoyer ses images, puisque la télé accepte vos images gratuitement. Elle est très gentille, hein, c'est formidable. Hein. C'est extraordinaire. Vous avez vos images à la télé, pour eux c'est gratuit.
Tout ceci oblige, par exemple, ça oblige les professionnels à approfondir leur propre démarche, à améliorer leurs propres images, à aller plus loin encore. Voilà, donc des conséquences qui se font sortir. Bon, puis le numérique a beaucoup changé. Les usines Kodak de Chalon-sur-Saône ont implosé, on les a fait s'écrouler. Il y a eu des dizaines de milliers de licenciements dans le monde, enfin, etc., etc. Oui, oui. Voilà, je passe la parole à... Juste un mot pour rebondir sur ce que tu viens d'évoquer à travers l'exemple de Georges Rousse, en insistant effectivement sur l'idée que le numérique sans doute l'oblige à davantage expliquer son procédé et accueillir éventuellement des visiteurs sur ces chantiers. En même temps, le numérique permet sans doute de beaucoup plus ou mieux documenter justement le travail des artistes et sans doute aussi d'autres praticiens de l'image. Il suffit que vous tapiez effectivement Georges Rousse sur Google. Non seulement vous aurez des reproductions des œuvres de Georges Rousse, mais vous aurez quantité de documents justement sur la manière dont Georges Rousse travaille. Et là, je crois qu'il y a aussi un double accès justement à l'image et à la fabrication d'image qui était sans doute beaucoup plus difficile avant cette disponibilité des documents. Moi, je ne portais pas de jugement de valeur. Je disais pas c'est bien ou c'est mal. Non. Oui. C'est comme ça. Et ce que dit Louise, là, le fait même que Georges Rousse, cet artiste-là, ait son site internet, etc., modifie très vraisemblablement la manière dont il travaille et influe très certainement sur la production et la nature et la qualité de ses œuvres. Cela, il faudrait lui demander. Mais oui, les changements sont tellement considérables que je ne sais pas répondre à cette question. Et de mon point de vue, dans ma profession aussi, la nouvelle technologie a changé, même a beaucoup changé, je dirais même la façon de faire l'architecture. Même je dirais dans les derniers 10 ans, 15 ans, il y a certains logiciels qui ont permis de fabriquer certains bâtiments qu'avant on ne pouvait pas faire. Donc il y a des logiciels qui sont très poussés, qui viennent du monde des avions par exemple, qui permettent de faire des formes très compliquées. Sans aller très loin, il y a la fondation Louis Vuitton qui est en train de se faire dans le 16e, qui est typiquement les produits dans ces nouveaux outils qui permettent de faire ces choses. Avant, on ne pouvait pas les faire, on pouvait peut-être les esquisser, mais ça restait juste une idée pas réalisable. Donc tout ça, ça permet aussi de créer d'abord des images, bien sûr, et après d'envoyer toutes les données faites par ces logiciels à des usines qui peuvent fabriquer certains types de choses, des bâtiments, des pots, des verres courts, des choses comme ça. Est-ce que je peux poser une question? Si vous voulez, assez brièvement, parce que malheureusement on n'a plus beaucoup de temps. Ah d'accord, non mais je laisse. Monsieur Melot, peut-être que vous voulez ajouter un mot? Non, j'ai répondu, je crois, dans l'intervention, à un bouleversement effectivement que la numérisation a apporté dans nos métiers. Simplement pour dire qu'au sortir de cette conférence, il est donc clair qu'un certain nombre de métiers, de nombreux métiers, m'éloigner un peu, pose la question de l'image comme une représentation, une ressource de l'information, et que c'est loin d'être seulement les métiers de la communication et du journalisme, comme on l'a dit. C'est trois interventions de bouquins prouvées. Ces images sont des outils pour travailler, mais également pour communiquer, pour s'exprimer. Et tout au long de nos vies, nous avons été et nous serons également encore confrontés aux images. Il est certain donc que si on était jusque-là cantonné qu'à une vision assez restrictive de la place de l'image dans nos sociétés ou dans nos vies, il faut alors élargir ce champ de vision, repenser notre rapport à elle en portant un regard nouveau, un autre regard sur l'image. Pour finir, on va tout de même remercier au nom de l'ensemble de la licence Information et Communication de Nanterre, d'abord tous ceux qui ont assisté à cette conférence, tous ceux qui ont permis qu'elle soit réalisée, de près ou de loin, qui ont travaillé dessus et qui ont aidé à son bon déroulement. Madame Merzo pour l'idée, évidemment. Et surtout un grand